Bienvenue au pays des pharaons, bienvenue à Sharm el-Sheikh, bienvenue à la COP 27, entendue par là, la 27e conférence à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au cours de cette conférence sur le climat, il sera question de débattre sur la finance climat, notamment sur l'adaptation, l'atténuation et les pertes et dommages. Ce sont les enjeux de la COP 27. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas seule à vous présenter cette émission. Je suis avec Espoir Lamy, co-présentatrice de Afrique Environnement Plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore dans cette émission réalisée, vous l'avez compris, depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. De retour sur ce plateau, nous sommes à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la couverture médiatique de la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Je ne suis pas seule, je suis avec Espoir Lamy qui est la co-présentatrice de cette émission. Bonsoir Espoir. Bonsoir Karine. Bienvenue encore à cette émission et bienvenue en Égypte. Merci pareillement. Merci beaucoup. Nous allons parler des enjeux de la COP 27. Qu'est-ce que la COP et qu'est-ce que le nombre 27 signifie? Tout de suite, je vous propose donc de suivre le reportage que nous avons réalisé sur les enjeux de la COP 27 et bien entendu l'acronyme COP. On y va en images. Les COP ont été instituées en 1992 lors de la conférence des Sénats de l'Organisation des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui avait réuni plus de 178 pays à Rio de Janeiro. Au cours de cette conférence, les participants ont signé 3 conventions, dont une sur le climat. Celle-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi chaque année depuis 1995, sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les pays signataires de cette convention sur le climat se réunissent pour échanger et trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique. Les conférences des Nations Unies sur les changements climatiques donnent aussi lieu à des moments d'échange, de partage de potentialités, d'expériences, de culture et bien d'autres compétences entre citoyens, acteurs gouvernementaux et entrepreneurs. Avec plusieurs éditions telles que celle de Glasgow, de Nairobi et Marrakech en Afrique, aucune solution concrète n'a été trouvée, d'où le questionnement des uns et des autres sur les résultats de la COP27 qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte avec des enjeux comme l'élaboration d'un fonds d'atténuation, d'adaptation et de dommages et pertes pour lutter contre les changements climatiques. Les pays pollueurs ne semblent pas donner de réponse favorable par rapport à ces enjeux, d'où des questions se posent sur le respect de la justice climatique, la solidarité internationale ainsi que sur l'engagement commun. Car étant le continent qui produit moins de 3% de gaz à effet de serre, qui sécrète plus de carbone, l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux impacts néfastes du changement climatique. La population africaine est victime des catastrophes naturelles à l'instar de la sécheresse au moment où l'Afrique garantit le bien-être de la planète. En effet, les tourbières du bassin du Congo représentent à elles seules 30 milliards de gigatonnes de carbone et un puits de carbone représente 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi pour trouver des solutions aux problèmes relatifs au changement climatique, les pays pollueurs et conservateurs de forêts doivent travailler en synergie. Ainsi, les pays pollueurs sont appelés à tenir leurs promesses relatives à la finance climat. Cri de cœur. Ça a commencé timidement il y a 2 ans déjà, parce qu'on appelle une démarche déclarative. Du monde riche, ce qu'on appelle le monde riche, c'est les pays du Nord, qui sont les plus pollueurs, mais qui ne veulent pas respecter le principe de pollueur-payeur. Il est vrai que Glasgow était une COP un peu mitigée dans le terme de ses résultats, parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il faut sortir des énergies fossiles, ce qu'on appelle communément le pétrole, sortir donc de la décarbonisation des énergies polluantes. Et nous nous retrouvons à Glasgow avec, sur la dernière ligne droite, les pays puissants qui nous disent nous gardons les énergies du carbone, plutôt du charbon. Ça a été, je pense, la tâche
Et en même temps, ils nous punissent en nous disant, oui, le Prévin, vous n'avez pas le droit de vendre votre crédit carbone, parce qu'on est dans un marché carbone que nous voulons souverain là également, de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ce qu'on appelait le Prévin. Cela est carrément immoral et même inacceptable, vous comprenez? Et donc nous disons au reste du monde, nous sommes bassin du Congo, nous sommes le régulateur aujourd'hui du climat, nous sommes le premier bassin écologique de la planète, cela est avéré, les scientifiques l'ont dit du GIEC aujourd'hui, cela est avéré. Nous portons également 10% de la biodiversité, donc nous rendons ce qu'on appelle un service écosystémique. Mais il nous faut aller vers une transition énergétique. Sans énergie, nous ne pouvons pas tout simplement nous développer. Autant il y a un moratoire sur la décarbonisation, comment se désengager des énergies polluantes, autant les pays producteurs d'énergie fossiles, de gaz, de pétrole et autres, doivent également, nous allons donc proposer donc un moratoire, à l'image du moratoire qu'il y a sur le charbon aujourd'hui, pour aller vers également notre volonté d'aller vers le processus des énergies propres. Parce que ça demande beaucoup de financement, cette transition-là. Certains chefs d'État des pays développés estiment qu'il faut tout mettre en œuvre pour remédier aux problèmes de financement climat. C'est le cas du président français Emmanuel Macron qui appelle à la création d'un contrat politique et financier avec les pays du Sud pour aider à préserver leur biodiversité. Nous étions ensemble il y a un an à Glasgow où nous avons ensemble relevé nos ambitions et où nous avons fait le constat des avancées, mais également pris plusieurs dispositions. Tout ce qui a été dit à Glasgow reste et doit rester valable. Nous ne devons pas oublier que cette bataille pour le climat, contre le dérèglement climatique, est de manière indissociable une bataille pour la biodiversité. Et que ces deux combats sont jumeaux. Et je le dis avant le rendez-vous important de Montréal, et je le dis après les One Planet Summit que nous avons tenus depuis le début de l'année 2021 sur ces sujets. Nous le savons, la nature est notre meilleur allié pour atteindre les cibles de l'accord de Paris. Climat, biodiversité sont deux faces d'une même médaille et deux faces qui démontrent aussi que les pays qui sont vus souvent comme les plus pauvres sont des solutions à la lutte contre le dérèglement climatique. Les pays qui ont des réserves de biodiversité, qu'elles soient marines ou terrestres, ont des réserves de puits de carbone absolument inestimables. Et il nous faut les aider à les préserver, il nous faut les aider justement à apporter ces solutions basées sur la nature. Comme on le dit si bien, le temps perdu ne se rattrape plus. Donc à chacun de tirer des leçons capables d'aider à protéger ces forêts d'Afrique qui sont essentielles pour le bien-être de la planète. Voilà, vous venez de suivre notre reportage sur les enjeux de la COP27. Justement, à ce sujet, les institutions financières internationales et le G20 sont appelés à créer des conditions d'un mécanisme d'allègement de dette pour les pays à revenus moyens touchés par des catastrophes naturelles. L'appel émane du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'était lors de son passage à la tribune de la COP27. Aussi désespérément besoin du progrès en matière d'adaptation afin de renforcer la résilience face aux perturbations climatiques d'aujourd'hui et à venir. Aujourd'hui, environ 3,5 milliards de personnes vivent dans des pays hautement vulnérables aux impacts climatiques. À Glasgow, les pays développés ont promis de doubler leur soutien à l'adaptation pour atteindre 40 milliards de dollars par an d'ici 2025. Nous avons besoin d'une feuille de route sur la manière dont cela sera mis en œuvre. Et nous devons reconnaître qu'il ne s'agit que d'une première étape. Les besoins en matière d'adaptation devraient dépasser les 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. La moitié du financement climatique devrait être consacrée à l'adaptation. Et les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement
doivent changer leur modèle économique et faire leur part pour augmenter le financement des mesures d'adaptation et servir de levier pour mobiliser davantage de financement privé au service de l'action climatique. Les pays et les communautés doivent également pouvoir accéder à ces financements qui doivent être dirigés vers des priorités identifiées grâce à des initiatives comme l'Adaptation Pipeline Accelerator. Toujours à la tribune de la COP27, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui a fait du combat écologique son credo, a lancé un appel pressant aux 193 dirigeants et institutions de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à la prise de conscience. Suivant donc le reportage que nous avons réalisé sur le discours du chef de l'État à la COP27. La COP 27 doit être une COP de l'action. Après tant d'annonces depuis des années et tant de promesses non tenues, le temps est venu de passer aux actes concrets. Il y va de notre crédibilité. Mesdames et messieurs, la nécessaire survie de l'humanité appelle le respect sans atermoiement des engagements pris et la mise en œuvre d'initiatives efficaces en lien avec la préservation de l'environnement. Face au dérèglement climatique, le reboisement de la planète constitue, sans le moindre doute, l'une des solutions salvatrices les plus pertinentes. Avec un couvert forestier estimé à 220 millions d'hectares, soit environ 6% de la surface forestière planétaire et 10% de la biodiversité mondiale, le bassin du Congo constitue la deuxième région forestière tropicale dense et humide après l'Amazonie. Les études estiment qu'il est peut-être le dernier grand puits de carbone tropical terrestre dans le monde, donnant ainsi une importance vitale à ces forêts dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. À lui seul, le bassin du Congo capture plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3 années d'émissions cumulées de l'ensemble de nos pays. C'est à ce titre que conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. Le message du président de la République Denis Sassou Nguesso à la COP27 a suscité plusieurs réactions, que ce soit au niveau du gouvernement, du Parlement ainsi que de la société civile. Suivant donc une série de ces réactions. Le chef de l'État, s'il y a un propos qu'il porte depuis toujours, c'est la problématique du reboisement. Vous savez que la forêt est un régulateur du climat aujourd'hui. Et le président a lancé l'initiative qu'il porte depuis près de 30 ans,
auquel on peut dire s'est arrimé les Nations Unies de la forestation. Il a lancé ce qu'on appelle la décennie de la forestation, que l'on pourrait résumer un homme, un arbre, homme avec un grand H. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'atténuation, le bassin du Congo, dont il est président de la commission climat du bassin du Congo, est aujourd'hui le premier rempart de l'humanité. Le bassin du Congo qu'on ne présente plus, avec ses chiffres astronomiques, 1,5 gigatonnes de CO2, rien qu'à travers ces forêts qu'il stocke, mais quelque chose de particulier qu'a repris le président Biden, d'ailleurs, les tourbières du bassin du Congo aujourd'hui, qui stockent pas moins de 31 milliards de gigatonnes aujourd'hui de CO2, ce qui glace un peu tout le monde, parce que c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de toute la planète, et de 15 ans des émissions des États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le discours du président de la République a été entendu, porté, mais comme il sait le faire, il maintient le cap entre atténuation et des fonds de financement pour aller vers une transition énergétique, l'adaptation. Et c'est ce qu'il a porté au niveau donc du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, mais un sommet qui est porté sur les 3 commissions, particulièrement les commissions climat, à la tête de laquelle il est celle de la commission climat du bassin du Congo, celle des États insulaires et celle de la région du Sahel. Les 3 chefs d'État, sous l'égide de l'Union africaine, présidée par le Sénégal, le président Macky Sall, qui est également présent, ont porté la voix de l'Afrique. Et le grand message que l'on peut retenir, c'est cette volonté de l'Afrique de parler d'une seule voix en matière d'atténuation, en matière d'adaptation et en matière de perte et préjudice, aujourd'hui acté et inscrit dans l'agenda de la COP de l'action que nous voulons, de la COP africaine qui se tient ici en République arabe d'Égypte. Vous savez que le bassin du Congo représente une diversité biologique importante et nous soutenons les points de vue du genre. C'est-à-dire que le bassin du Congo aujourd'hui ont deux grandes dames qui se battent et qui suivent bien les instructions. Non seulement le bassin du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a organisé la réunion où il a fait le point de la mise en œuvre des 3 bassins avec le président Macky Sall. Et nous soutenons parce que c'est un des bassins qui a mis vraiment en œuvre cette politique. Aujourd'hui, la ministre en charge de l'environnement du Congo nous a clairement dit qu'il y avait une insatisfaction au niveau des négociations et c'est le même plaidoyer qu'a fait Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement de la République démocratique du Congo. Nous pensons que cette injustice climatique doit se régler et nous comptons sur nos négociateurs pour que nous arrivions vraiment à des résultats. C'est un discours que je pense qui restera un discours mémorable, d'autant plus que le président, dans le fond même de sa communication, a présenté les efforts que fournissent éventuellement en général les pays du bassin du Congo et en particulier la République du Congo, dans le cadre de la CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national, les efforts que mène le Congo dans le cadre de la préservation des forêts et de tout son écosystème, notamment les tourbières, les zones humides et les mangroves. Il faut noter que l'Afrique, notre continent, est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre. Mais il est en même temps, malheureusement, ce continent qui subit le plus les affres et les aléas du changement climatique. Le président de la République a été très pédagogue et très direct avec une technicité qui n'est plus à démontrer. Il a présenté les efforts qui ont été menés par le Congo. Il a interpellé les grandes puissances économiques que je définirai ici, si vous me le permettez, par des pays pollueurs, de prendre réellement et surtout de respecter les engagements, parmi lesquels éventuellement l'accord de Paris sur le climat. Avec cette recommandation contraignante de réduire de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre, de s'orienter vers un objectif zéro carbone, mais surtout de débloquer éventuellement ou de mettre en place un mécanisme urgent de déblocage de l'enveloppe des 100 milliards de dollars prévus éventuellement pour accompagner les pays en voie de développement. C'est pour dire que tous les services environnementaux que rend la République du Congo au monde, je me permets de dire ici
que l'air que nous respirons actuellement dans le monde, c'est l'air du bassin du Congo. Tout simplement parce que le bassin du Congo est aujourd'hui le deuxième poumon en termes de biodiversité et de séquestration de carbone. Oui, le président Sassou Nguesso a toujours été un champion dans ce genre de discours et la prise de position pour l'Afrique en général. Et donc, ça ne nous surprend pas qu'il prenne cette position. Mais ce qui reste, est-ce qu'il est soutenu par ses pairs en Afrique en général pour qu'on pousse ça comme une même personne? Parce que si c'est un champion qui est seul, ça ne peut pas donner. Nous voyons ici que chacun vient et fait des petits bilatérales et pas avec quelques miettes. Mais je crois que le président Sassou il est en train de montrer, comme il a toujours fait, comme leader dans ces négociations. Et on consolide vraiment dans la société civile pour qu'il pousse encore ces voix de l'Afrique en avant. Mais il faut aussi, à un moment donné, il faut taper la main sur la table pour dire que ça doit s'arrêter ici. Parce que c'est depuis qu'on envoie ce genre de discours, quand on fait même les initiatives, on prend les initiatives en Afrique en général, dans le bassin de Congo en particulier. Mais où est le financement pour cette initiative? Qui gère le financement? On doit poser ces questions. Et le temps passe. Le temps passe. Ce que nous voyons en général, c'est qu'à chaque moment, quand il y a une initiative, les gens amènent leur argent, c'est eux qui dépensent encore l'argent et ça rentre chez eux. En dehors de son discours à la tribune de haut niveau de la COP27, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu à participer à plusieurs activités, dont la réunion des chefs d'État sur les enjeux de la COP27. L'événement a eu lieu dans le stand du Fonds bleu pour le bassin du Congo, suivant ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Étant donné que les conférences des partis se succèdent année après année et ne répondent pas aux attentes des pays en développement touchés par les effets néfastes des changements climatiques, la COP27 en Égypte constitue donc une opportunité particulière pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur l'injustice climatique à laquelle le continent est confronté. Pour y parvenir, les États africains qui ne contribuent qu'à 4% des émissions de CO2 sont appelés à adopter une position commune pour obliger les pays riches à concrétiser leurs engagements. Le sommet des chefs d'État africains organisé ce 8 novembre, en marge des travaux de la COP27, illustre bien la volonté du continent de jouer sa partition dans les négociations en cours sur le climat. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, et placé sous l'égide du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre de haut niveau qui s'est déroulée en présence des partenaires de l'Union européenne et des Nations unies a été consacrée au financement de projets de développement durable issus des 3 commissions climat, à savoir le bassin du Congo, la région du Sahel et les États insulaires. Ouvrant les travaux, le président Macky Sall s'est apaisanti sur l'épineuse question du financement des actions climatiques sur le continent. À noter que tous les représentants des pays présents à la réunion ont salué les efforts consentis par le président Denis Sassou Nguesso dans la protection du bassin du Congo. Hormis le Congolais Denis Sassou Nguesso, plusieurs d'autres chefs d'État et de gouvernement se sont succédés à la tribune de la COP27 pour faire leur déclaration. Morceau choisi. Alertés par l'importante dégradation de notre environnement, les leaders mondiaux avaient décidé d'organiser la première édition de la COP en 1995. Voilà maintenant 27 ans que nous, leaders, nous réunissons régulièrement chaque année pour nous concerter sur la lutte contre le changement climatique. À l'époque,
Une des résolutions prises avait été de réduire les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à la 27e édition et nous devons nous interroger sur le bilan de nos réunions et de nos actions. En 2045, c'est-à-dire d'ici 23 ans, nous marquerons les 50 ans de la COP. Et une question se pose. Avons-nous pu protéger notre planète? Qu'allons-nous concrètement laisser à nos générations futures? Aujourd'hui, la situation se dégrade considérablement. La désertification, les périodes de forte aridité causant de graves situations de famine, la baisse de la pluviométrie entraînant la diminution du rendement agricole, les cyclones de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, les multiples inondations détruisant les infrastructures et les cultures, les nombreux feux de forêt ravageant nos terres. En résumé, notre planète brûle, nos écosystèmes se dégradent, mais nos actions et les financements ne suivent pas. Nos peuples souffrent et en sont les premières victimes. Tout a été dit sur l'état d'urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d'une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes des dérèglements climatiques. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille Verte en cours d'exécution qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Et ceci autour d'activités de restauration des terres et d'activités de reboisement et de création d'activités agro-silvopastorales. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ces rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l'adaptation doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. Voilà qui est bien dit par nos chefs d'État et les ministres représentant les présidents de la République des pays membres de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Espoir, nous sommes arrivés à la fin? Ok. Avant donc de terminer, nous allons remercier tous ceux qui nous ont soutenus pour que nous fassions le déplacement de Sharm el-Sheikh. Nous remercions infiniment le ministre et conseiller spécial du chef de l'État, Jean-Dominique Okemba. Nous remercions le conseiller spécial du président de la République, M. Edgar Nguesso. Grand merci à Mme Arlette Soudan-Nono, au ministre Léon Juste Ibombo et merci à l'honorable Hugues Mbanza. Merci à vous encore. La caméra a été assurée par Kevin Akoli, le leader. Et on se retrouve à la très prochaine occasion, toujours sur les sujets liés à la COP 27. Au revoir, Espoir. Au revoir, Karine. Au revoir à vous, très chers téléspectateurs.